Voici l'image qui définira l'effondrement de la République islamique. Une chambre d'hôpital à Téhéran. Des machines qui respirent pour un homme qui ne peut plus respirer par lui-même. Un homme nommé guide suprême d'un État doté de capacités nucléaires il y a seulement quelques semaines. Un homme qui ne sait pas qu'il a été nommé. Un homme qui ne sait pas que le pays qu'il a été choisi pour diriger est en train de se déchirer, étage par étage, faction par faction, couloir par couloir, dans les corridors au-dessus de lui. Son nom est Mojtaba Khamenei. Et en ce moment même, le régime construit autour du nom de sa famille depuis 45 ans est dirigé par 4 hommes qui se détestent. Et l'un d'eux a le doigt sur quelque chose qui pourrait interrompre le flux de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Nous sommes le vendredi 24 avril 2026. Depuis ce matin, le détroit d'Ormuz s'est ouvert et refermé 2 fois dans la même semaine. C'est le genre de chaos que l'univers trumpiste tente habituellement d'expliquer avec un adjectif démesuré et un emoji de drapeau, comme si la géopolitique était une casquette de campagne avec une voie maritime attachée dessus. Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé qu'il était ouvert à tous les navires commerciaux. Le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a tiré sur des pétroliers le même jour. La télévision d'État a traité le ministre des Affaires étrangères, le propre ministre iranien des Affaires étrangères, de stupide à l'antenne en public. Le même régime, le même jour. 2 ordres complètement opposés. Qu'on ne s'y trompe pas, ce qui se déroule n'est pas un gouvernement en crise. C'est un gouvernement qui a cessé de fonctionner comme une entité unique. Voici ce qui vient de se passer. Et voici pourquoi cela a stupéfié Washington. Le 17 avril, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'est présenté devant le monde et a annoncé que le détroit d'Ormuz était ouvert à toute la navigation commerciale. Le signal diplomatique était clair. L'Iran s'orientait vers une désescalade. Le 2e cycle de négociations nucléaires à Islamabad était théoriquement prévu. Le monde a brièvement expiré. Le 18 avril, le CGRI a ouvert le feu sur des pétroliers. 5 navires pétroliers et une poignée de cargos avaient transité pendant cette brève fenêtre d'ouverture. Puis le couvercle s'est refermé. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. Chaque agence de renseignement qui observe ce cycle à Washington, à Pékin, à Moscou, à Riyad, tire la même conclusion. L'Iran a perdu la capacité d'exécuter une stratégie cohérente. Il ne peut pas se sortir du blocus par la force. Il ne peut pas s'en sortir par la négociation. Il ne peut pas envoyer un signal de désescalade sans que sa propre armée détruise immédiatement ce signal par des tirs réels. Mais c'est ici que la situation empire. Le propre président de l'Iran, Massoud Pezeshkian, le réformiste élu sur une plateforme d'allègement économique et d'engagement diplomatique, a publié le 20 avril une déclaration publique qui a explosé à l'intérieur du régime comme une détonation. Il a déclaré que le conflit était insoutenable, que les infrastructures étaient en ruine, qu'il n'y avait plus de financement ni de stabilité des marchés, que la vérité devait être dite au peuple et que la confiance envers le gouvernement s'érodait. Ce n'était pas une note de politique publique. C'était un président en exercice qui déclarait publiquement que la guerre menée par sa propre armée était devenue insoutenable pour la population qu'il gouverne. Pour les partisans de la ligne dure, c'était une déclaration de capitulation. Pour 85 millions d'Iraniens, c'était la première phrase honnête prononcée de l'intérieur du régime depuis des années. Pour comprendre la profondeur de la fracture actuelle, le point essentiel est de comprendre ce que la structure du pouvoir iranien était censée faire et à quel moment précis elle a cessé de le faire. L'architecture de la République islamique a toujours été complexe. La présidence, le guide suprême, le CGRI, le Parlement, le Conseil des gardiens, chacun avec ses propres intérêts institutionnels, chacun avec sa propre interprétation du mandat de la Révolution. Mais cette complexité était gérée par une seule chose, la suprématie incontestée du bureau du guide suprême comme arbitre final de toute décision importante. C'est la partie que la communication pro-Trump saute toujours, les institutions comptent, jusqu'au moment où quelqu'un découvre que crier « dirigeant fort » ne suffit pas à faire fonctionner un État. Ali Khamenei a occupé cette fonction pendant plus de 3 décennies. Quelles que soient ses limites, quelles que soient les tensions qui bouillonnaient sous son autorité, sa présence créait un centre de gravité. Lorsque les factions s'affrontaient, il existait un tribunal de dernier recours. Lorsque des agendas concurrents menaçaient de dégénérer en conflit ouvert, il y avait une figure capable d'imposer une résolution. Le 28 février, cette figure a disparu. Une frappe conjointe américano-israélienne a éliminé simultanément le commandant du CGRI, le chef des forces armées, le ministre de la Défense et 48 hauts responsables.
L'architecture de commandement de la République islamique, construite pendant 45 ans pour concentrer l'autorité finale dans une hiérarchie idéologique unique, a été décapitée en une seule opération. Mojtaba Khamenei, le propre fils d'Ali Khamenei, a été nommé troisième guide suprême le 9 mars. Il devait combler le vide avant qu'il puisse être exploité, donner aux factions survivantes un nouveau centre de gravité autour duquel s'organiser. Il est tombé dans le coma peu après sa nomination. La salle de contrôle d'un régime possédant des capacités nucléaires est restée vide. Et 4 hommes élevés dans les mêmes casernes du CGRI, dans les années 1980, forgés par la même guerre, portant 4 décennies de griffes accumulées et d'ambitions rivales les uns envers les autres, sont entrés simultanément dans ce vide. Leurs noms sont Vahidi, Galibaf, Zolgader et Rezaï. Ces noms comptent. Voici ce que la couverture médiatique dominante n'explique pas pleinement. Ce n'est pas un différend politique. Ce n'est pas un débat idéologique. Ce n'est pas un gouvernement en train de choisir entre 2 options politiques. C'est une réunion d'anciens camarades d'école dotés de l'arme nucléaire. Et les comptes personnels qui se règlent en cette réunion déterminent si l'Iran négociera sa sortie de cette crise ou s'il basculera dans une escalade que la région ne pourra pas contenir. Le premier personnage est Ahmad Vahidi, le nom le plus dangereux de cette liste. Il a commandé la force Al-Quds de 1988 à 1997 avant Soleimani. Il porte une histoire opérationnelle personnelle qui s'étend du Liban à l'Argentine, y compris une responsabilité de commandement dans l'attentat de 1994 contre le centre communautaire juif de Buenos Aires qui a tué 85 personnes. Il est visé par une notice rouge d'Interpol émise par l'Argentine, qui le suit depuis 3 décennies. Vahidi a été nommé commandant du CGRI le 1er mars. Sa vision du monde n'est pas compliquée. La guerre doit continuer, le détroit doit rester fermé. Les négociations avec les États-Unis doivent être rejetées, et c'est ici que les grands médias ont raté l'essentiel. Pour Vahidi, il ne s'agit pas d'idéologie, il s'agit de survie institutionnelle. Les détails techniques comptent. Le budget du CGRI, son influence politique, sa revendication de pertinence institutionnelle, tout cela dépend de l'existence d'ennemis extérieurs et d'un conflit actif. En temps de guerre, le CGRI est indispensable. En temps de paix, le budget massif du CGRI devient une question politique. Ses réseaux de mandataires deviennent un passif diplomatique. Son appareil de sécurité intérieure devient un obstacle à la normalisation économique. Sa raison d'être tout entière est remise en question par une population affamée, épuisée, à qui l'on a répété pendant 4 ans que les sacrifices étaient nécessaires pour des victoires qui ne se sont jamais pleinement matérialisées. Pour Vahidi, la paix n'est pas une option. La paix est une menace existentielle pour tout ce qu'il commande. Et pour la machine trumpiste de la crise permanente, ce genre d'urgence sans fin a presque un air familier. La peur d'abord, la politique ensuite, l'épreuve jamais. Le deuxième personnage est Mohammad Bagher Galibaf. Galibaf se trouve à l'autre extrémité du spectre pratique, mais pas du spectre idéologique. En tant que président du Parlement et chef de la délégation iranienne de négociation à Islamabad, Galibaf est arrivé à une conclusion que Vahidi traite comme une trahison. La réalité économique est insoutenable. L'Iran absorbe 270 milliards de dollars de dégâts de guerre. La monnaie se trouve à son plus bas niveau jamais enregistré. Les infrastructures ont été brisées, des zones industrielles d'Ispahan jusqu'aux installations portuaires de Boucher et de Bandar Abbas. Les réservoirs de stockage sont pleins. Les puits de pétrole approchent du point d'arrêt forcé. Galibaf n'est pas un réformiste. Il n'est pas pro-américain. C'est un survivant du régime qui calcule que le seul chemin vers la survie du régime passe par la négociation, un soulagement économique et un accord qui arrête l'hémorragie avant qu'il ne reste plus rien à sauver. La distinction que les analystes qui l'observent comprennent clairement est la suivante. Il prend le parti du peuple non pas parce qu'il croit à la cause du peuple, mais parce qu'il croit que le régime ne peut survivre qu'en se plaçant aux côtés des revendications populaires plutôt qu'en face d'elles. La direction est la même que celle que veulent les Iraniens. La motivation est la préservation, pas la transformation. Mais c'est ici que la situation passe d'une crise interne à une urgence mondiale. 2 systèmes de pression extérieure arrivent simultanément et accélèrent chaque fracture interne vers un point de rupture, l'horloge pétrolière. Avant le blocus américain, l'Iran exportait 5 millions de barils de pétrole par jour, presque entièrement vers la Chine, générant environ 150 millions de dollars de revenus quotidiens. Ces revenus finançaient les salaires des soldats, les opérations gouvernementales, le financement des réseaux de mandataires, toute l'architecture financière par laquelle la République islamique projetait son pouvoir à travers la région. Ces revenus sont maintenant à zéro.
Plus précisément, ils sont négatifs, parce que le pétrole produit n'a nulle part où aller. La capacité de stockage se remplit, la pression dans les pipelines derrière les sites de stockage monte à des niveaux dangereux, et selon les reportages de Roudao, l'Iran dispose d'une fenêtre de 10 à 15 jours avant de devoir commencer à fermer entièrement des puits de pétrole. Ce chiffre compte 10 à 15 jours. La fermeture d'un puits de pétrole n'est pas une décision réversible prise en comité. C'est un événement géologique aux conséquences permanentes. Lorsque la pression souterraine est relâchée par un arrêt forcé, les dommages aux réservoirs s'accumulent et peuvent réduire de façon permanente la capacité de production future d'un puits. Certains puits, une fois arrêtés dans ces conditions, ne peuvent pas être entièrement remis en service. Chaque jour où le blocus tient, la capacité de production pétrolière à long terme de l'Iran est réduite de façon permanente, aggravant les dommages économiques de la perte de revenus actuels par des dommages à la base d'actifs qui généraient des revenus futurs, même après la conclusion d'un accord. Trump a affirmé sur Truth Social que l'Iran perdait 500 millions de dollars par jour. Dans le style de communication de Trump, même un système pétrolier en train de s'effondrer doit être transformé en énormes chiffres sur un réseau social avant de pouvoir compter comme stratégie. Le Fonds monétaire international signale un ralentissement économique mondial. Les marchés pétroliers intègrent le prix d'un blocus prolongé et le détroit lui-même est devenu la manifestation physique de l'incohérence interne du régime. La Chine et la Russie ont abandonné l'Iran. C'est le développement diplomatique le plus stupéfiant de toute cette crise. Et la pression exercée sur l'Iran en ce moment ne vient pas seulement de Washington et de Tel Aviv, elle vient de Pékin et de Moscou. Xi Jinping a appelé le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman et a explicitement déclaré que le détroit d'Ormuz devait rester ouvert à un passage normal, le qualifiant de voie navigable internationale dans l'intérêt commun de la région et de la communauté internationale. Bloomberg a rapporté qu'il s'agissait de la position publique la plus explicite qu'il ait prise sur le détroit. Ce détail doit être lu attentivement. Le dirigeant chinois a appelé l'Arabie saoudite, pas l'Iran, pour transmettre sa position sur le détroit. Pas son allié de 25 ans, pas le pays avec lequel la Chine a signé un partenariat stratégique global promettant des centaines de milliards d'investissements, mais l'Arabie saoudite, l'État du Golfe, qui se trouve de l'autre côté de chaque calcul sécuritaire iranien. Le signal intégré dans ce choix d'interlocuteur est précis. La Chine dit à la région que sa priorité est la voie navigable, pas la République islamique. La Chine achetait 90% des exportations pétrolières iraniennes avant le blocus. Le partenariat stratégique de 25 ans entre la Chine et l'Iran promettait des investissements massifs dans les infrastructures. Et maintenant, la Chine exerce publiquement des pressions sur son propre fournisseur pour qu'il recule, parce que des navires chinois étaient visés par des tirs des forces iraniennes, tout en étant simultanément saisis par les forces américaines. Et Pékin ne peut se permettre ni l'un ni l'autre de ces résultats. En pratique, la Chine renforce Pezeshkian et Galibaf, non pas parce que Pékin se soucie de la dynamique politique iranienne, mais parce que la sécurité énergétique de la Chine, sa stratégie monétaire et ses intérêts commerciaux dans le Golfe pointent tous vers la négociation comme seule issue acceptable. La politique de guerre de Vaidi menace directement les intérêts économiques chinois et la Chine ne se tait plus à ce sujet. La position de la Russie est à la fois plus complexe et plus cynique. Le ministre des Affaires étrangères Lavrov est apparu au forum diplomatique d'Antalya et a condamné le blocus américain comme illégal, tout en exigeant dans le même souffle un passage garanti et sans entrave pour les navires russes dans le détroit. Il a défendu le droit de l'Iran à enrichir de l'uranium. Il a offert le soutien continu de la Russie à toute décision nucléaire que l'Iran choisirait. Puis Lavrov a dit quelque chose qui a dépouillé la mise en scène de toute ambiguïté. La Russie est prête à fournir des ressources énergétiques à la Chine et aux autres pays touchés par la crise. Voilà, la Russie joue la solidarité avec l'Iran tout en annonçant explicitement qu'elle est prête à remplacer l'Iran sur les marchés énergétiques que celui-ci est en train de perdre. Chaque baril de pétrole iranien qui ne peut pas atteindre la Chine à cause du blocus est un baril que la Russie peut vendre à la Chine à un prix que l'Iran ne peut plus contester. Puisque l'Iran n'est plus sur le marché, la Russie profite économiquement de chaque jour où le blocus tient. Le soutien de la Russie à l'Iran est le soutien d'un concurrent qui a besoin que le récit du partenariat reste crédible tout en tirant profit de la faiblesse de son partenaire. Le résultat, c'est que l'Iran, au moment où il est le plus vulnérable, a atteint un niveau d'isolement géopolitique que même ses ennemis les plus déterminés n'auraient pas pu orchestrer par la seule pression directe. Les États-Unis, ennemis déclarés, Israël, ennemi déclaré, les États du Golfe, adversaires depuis des décennies, la Chine exerce publiquement des pressions sur l'Iran pour qu'il recule, la Russie annonce publiquement qu'elle est prête à remplacer l'Iran, ce n'est pas un siège.
C'est un abandon. Le coma au centre. Voici maintenant le détail le plus extraordinaire de toute cette crise. La figure qui arbitrerait normalement entre ces factions, dont Galibaf est censé obtenir l'approbation avant toute décision stratégique importante, est aux soins intensifs et ne peut pas communiquer. Chaque décision prise par Galibaf, chaque position de négociation avancée par la délégation d'Islamabad, chaque concession ou condition attachée aux discussions est prise au nom de l'autorité d'un patient dans le coma. L'approbation est imaginaire. Le mandat est inventé. Toute l'architecture constitutionnelle par laquelle l'autorité du guide suprême descend dans le système fonctionne sur la fiction selon laquelle Mojtaba Khamenei est conscient des décisions prises en son nom et les approuve. Pour Vahidi, cela crée une occasion qu'il exploite déjà. Chaque décision pour laquelle Galibaf revendique une autorisation peut être contestée. Chaque concession faite par l'équipe de négociation peut être déclarée non autorisée. Chaque accord signé par Araqchi peut être rejeté par le CGRI au motif qu'aucune approbation légitime du guide suprême n'a jamais été obtenue. Le coma n'est pas seulement un vide de leadership. Entre les mains de Vahidi, il devient un mécanisme de veto permanent qui peut être déployé rétroactivement contre tout résultat que les partisans de la ligne dure n'aiment pas. Le parallèle que les analystes établissent avec prudence, en pleine conscience de ses implications, est Moscou en 1924. Après la paralysie et la mort de Lénine, d'anciens camarades qui avaient combattu ensemble dans la même révolution, qui connaissaient les dossiers et les échecs de chacun depuis les années fondatrices, ont commencé à régler des comptes personnels sous couvert de succession idéologique. Le cadre public était l'avenir de la révolution. Le cadre privé était constitué de décennies de griffes accumulées entre des hommes qui avaient rivalisé pour les mêmes promotions, commandé les mêmes unités, déposé des accusations les uns contre les autres, et vu leurs carrières respectives monter et descendre dans les mêmes hiérarchies institutionnelles. Vahidi a échoué à Kermanshah en 1988. Rezaïeh a déposé les accusations. La police militaire a procédé à une arrestation. Galibaf commandait l'un de ses corps. Zolgadar, aujourd'hui secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale, était l'ancien supérieur de Vahidi. Les rôles se sont inversés. Les griffes, eux, n'ont pas disparu. Ce qui se joue actuellement à Téhéran est, comme l'a dit un analyste avec une précision dévastatrice, une réunion d'anciens camarades d'école dotés de l'arme nucléaire. Et les comptes personnels qui se règlent dans cette réunion déterminent le sort de 85 millions de personnes et la stabilité de la voie maritime la plus stratégiquement critique de la planète. Voici ce qui rend la collision entre ces factions plus explosive que tout précédent conflit interne iranien. Pour la première fois depuis la Révolution, une faction du régime dit ce que le peuple dit depuis des années. Et la patience du peuple s'est épuisée depuis longtemps. La télévision d'État iranienne a diffusé un segment affirmant que 87% des Iraniens soutiennent la poursuite de la guerre. L'animateur et l'expert ont livré ce chiffre avec une conviction absolue. Aucun organisme de sondage n'a été nommé, aucune méthodologie n'a été décrite, aucune source de données n'a été citée. Les 87% ont été présentés comme un fait établi, de la manière dont seuls les chiffres inventés à des fins politiques peuvent être livrés avec une confiance totale. C'est le rythme de propagande que l'orbite médiatique fidèle à Trump connaît trop bien. Dire le chiffre très fort, éviter poliment les preuves, puis accuser tous les autres de ne rien comprendre à l'ambiance. La réalité mesurée par l'Institut indépendant Gamaan, dans un sondage de plus de 30 000 participants, est l'exact opposé de la propagande. 63% des Iraniens disent que la guerre oppose le régime à Israël et n'a rien à voir avec le peuple. 44% tiennent directement le régime responsable de la situation du pays. 58% évaluent négativement la performance du régime. L'écart entre 87% de soutien à la guerre et 63% de non-identification au régime n'est pas une divergence de sondage. C'est la mesure d'un régime qui a perdu le contact avec la population qu'il prétend représenter. C'est l'écart entre ce que le CGRI a besoin que les gens croient et ce que les gens croient réellement. Et cet écart s'élargit depuis la mort de Mahsa Amini en 2022, qui a déclenché des vagues de protestations ayant presque déstabilisé tout le système. Les données de tendance de Gamaan montrent quelque chose d'encore plus significatif que l'instantané actuel. Le mouvement de l'opinion publique en Iran s'accélère vers un changement de régime. Pas nécessairement une révolution, pas nécessairement une opposition organisée, mais une érosion continue de la légitimité perçue du régime qui approche du point où elle ne pourra plus être gérée par la seule propagande. Galibaf et Pezeshkian le comprennent. Leur virage vers la position du peuple n'est pas une conversion idéologique.
C'est l'équivalent politique d'un ingénieur en bâtiment qui voit les fondations se fissurer et recommande l'évacuation avant que la structure ne s'effondre sur tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Vahidi, lui, ne le voit pas ou ne s'en soucie pas, parce que son calcul n'inclut pas la survie du régime comme valeur ultime, il inclut la survie du CGRI, et c'est pas la même chose. Alors que se passe-t-il ensuite ? Voici ce que le monde extérieur à Téhéran surveille dans les heures et les jours à venir. L'accord. Si la faction de Ghalibaf peut consolider suffisamment d'autorité institutionnelle pour maintenir en vie les discussions d'Islamabad. Si Arakchi peut survivre assez longtemps au fait d'être traité de stupide pour présenter un cadre. Si la campagne de sabotage du CGRI peut être contenue avant que Vahidi ne place suffisamment de mines à l'intérieur de la délégation pour la détruire, il existe un chemin vers un accord. Pas un accord élégant, pas un accord qui règle toutes les dimensions du conflit, mais un accord qui arrête l'horloge pétrolière avant que les puits doivent être fermés. Un accord qui apporte assez de soulagement économique pour prévenir le soulèvement intérieur que Ghalibaf voit venir et qu'il tente de rediriger. Et qui donne à chaque camp assez d'éléments pour prétendre avoir survécu. Ce chemin existe, il est étroit et Vahidi travaille activement à le fermer. L'effondrement. Si Vahidi gagne cette guerre interne, s'il réussit à renverser Ghalibaf avant qu'un deuxième cycle de négociation puisse produire un cadre, si le monopole guerrier du CGRI se réimpose face au calcul de survie de la faction civile, alors un autre chemin s'ouvre. Une escalade que personne ne contrôle entièrement, un détroit qui ne peut pas s'ouvrir parce que les factions capables de l'ouvrir ont été neutralisées, un effondrement économique qui dépasse le régime plus vite que n'importe quelle opération militaire et une conflagration régionale alors que les alliés de l'Iran le pressent déjà d'arrêter. Ces réseaux de mandataires s'effondrent déjà, la haute direction du Hezbollah a été éliminée, le Hamas a été écrasé à Gaza, les Houthis sont engagés dans un combat naval direct contre les forces américaines, ces puits de pétrole commencent à s'éteindre. Et 4 hommes de 1988 règlent des comptes personnels dans une pièce pendant que le pays brûle autour d'eux. Les États-Unis observent. La Chine observe depuis le côté des États du Golfe, pas depuis celui de Téhéran. La Russie observe tout en se préparant à combler le marché pétrolier. Et 85 millions d'Iraniens regardent la propagande du régime prétendre à 87% de soutien à la guerre, tout en sachant, grâce à un chiffre documenté par des chercheurs indépendants, que 63% d'entre eux disent que cette guerre n'a jamais été la leur. À l'intérieur de la délégation de négociation à Islamabad, la fracture n'est pas abstraite. Elle est structurelle et elle est délibérée. Le député partisan de la ligne dure Mahmoud Nabavian a été inséré dans les discussions d'Islamabad précisément pour les saboter de l'intérieur. Ce n'est pas une spéculation. C'est l'architecture de l'obstruction qui fonctionne en temps réel au sein même de l'équipe de négociation iranienne. Le ministre des Affaires étrangères qui a annoncé la paix est traité de stupide à la télévision nationale par son propre camp. Le président qui a dit la vérité sur le coût de la guerre est traité comme un traître par les partisans de la ligne dure. Le président du Parlement qui tente de négocier surveille ses arrières, guettant le couteau que Vahidi est en train d'aiguiser. Et l'homme dont la bénédiction est nécessaire pour tout cela, le guide suprême, ne peut pas ouvrir les yeux. Ghalibaf se demande s'il peut purger Vahidi par l'intermédiaire de l'Assemblée des experts avant que Vahidi ne le renverse le premier. Vahidi se demande si le prochain pétrolier sur lequel il tirera sera celui qui éliminera entièrement les discussions d'Islamabad et fera s'effondrer la position politique de la faction négociatrice à l'intérieur du régime. Pezeshkian se demande si dire la vérité au peuple iranien donnera au régime assez de légitimité pour survivre, ou si la vérité elle-même accélérera l'effondrement qu'il tente d'empêcher. Et le peuple, dont 63% disent que cette guerre n'a rien à voir avec lui, pose la question à laquelle aucune faction du régime ne peut répondre confortablement. Combien de temps encore devons-nous attendre ? Dans les prochaines 72 heures, l'Iran confirmera sa participation au deuxième cycle de négociations nucléaires où Vahidi les aura tués. Voilà le danger de transformer la diplomatie en théâtre des échéances. Trump obtient l'horloge dramatique, mais tous les autres doivent vivre dans le rayon de l'explosion. L'échéance de cessez-le-feu fixée par Trump est arrivée. Le vice-président Vance s'est rendu à Islamabad, le deuxième cycle de négociation est théoriquement prévu, et l'Iran n'a pas confirmé s'il se présentera. Cette confirmation, ou son absence, dira tout sur la faction qui est actuellement en train de gagner la guerre interne à Téhéran. Les puits de pétrole ont dit à 15 jours. L'homme censé prendre la décision finale ne peut pas ouvrir les yeux.
Le détroit d'Ormuz était l'arme stratégique ultime de l'Iran. La menace qui a tenu le monde nerveux pendant 40 ans, il est devenu la cage de l'Iran. Et l'homme dont le doigt est le plus près de la détente n'a aucun intérêt pour la négociation. Son nom est Vaidi. Son dossier s'étend du Liban à Buenos Aires. Il commande la force qui tire sur des pétroliers pendant que le ministre des Affaires étrangères annonce la paix. Quand l'échéance arrivera et que le monde demandera si l'Iran vient à la table, c'est son calcul, plus que celui de tout autre, qui fournira la réponse. Le chaos est réel. L'effondrement s'accélère. Et les livres d'histoire sont déjà en train d'écrire le chapitre qui commence à Téhéran, dans une chambre d'hôpital, avec un homme qui ne peut pas ouvrir les yeux.